Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce premier jour de l'exposition Gueule-Tapée d'Araja consacrée donc à Gopal Diallo. Donc Gopal, merci d'être avec nous. Ça fait bientôt un mois que tu es à Dakar. On va revenir très brièvement sur un petit peu ton parcours et surtout se concentrer sur cette résidence d'artiste que tu as effectuée ici et sur l'exposition et les pistes que ça t'a amené à explorer. Donc tu es né en 1973, tu es d'origine franco-ivoirienne, tu es né dans une famille d'artistes, tu as des frères aussi qui ont fait les beaux-arts au niveau de l'Académie des Beaux-Arts de l'Abidjan. Tu as un parcours assez atypique dans le type de profil d'artiste du continent qu'on a l'habitude de voir, puisque tu passes une partie de ta vie déjà sur le continent, mais tu repars, tu fais des allers-retours avec l'Europe, tu vas aller un petit peu en Asie aussi, au niveau du Japon, tu vas faire la Biennale d'Azerbaïdjan et tu te retrouves à Dakar en 2014 et 2016 pour la Biennale, où tu es également sélectionné. Et après, donc, nous, on débute notre collaboration ensemble en 2019, de manière très naturelle, je pense. Et depuis, voilà, tu as eu une exposition à Dakar avec nous en 2020, juste après le début du Covid. Tu as participé à plusieurs expositions collectives au sein de la galerie. Et donc là, depuis 2020, tu n'as plus de nouvelles solos parmi nous. Exactement. C'est ça, tu viens résumer. Voilà, il n'y a rien à rajouter, tu vas renseigner. Donc, depuis un mois, tu es en résidence parmi nous, dans la résidence d'artistes dont la galerie dispose au niveau de la Gueule-Tapée, juste à la frontière avec la Médina. C'est une résidence où tu as commencé donc début avril. Quand on a commencé à en parler tous les deux, il y a déjà un peu moins d'un an, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est le début de résidence. L'idée c'était de te permettre d'explorer de nouvelles choses, voire de revenir sur certaines choses, et c'est ce que je trouve très très intéressant dans l'expo, mais on en parlera peut-être plus tard. Comment tu as vécu justement ce petit mois au sein de la Médina? Déjà, le mois est passé beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Parce que déjà au départ, tu n'as pas pu être là pour des raisons personnelles. Et donc le temps que la résidence démarre, j'ai un petit peu tâtonné tout ça avant de trouver une direction de travail qui était complètement différente de ce qu'on avait évoqué quand on a parlé du projet de la résidence l'été dernier. Et en même temps, je me suis dit, en étant à Dakar, autant profiter de l'espace, de matériaux, de l'inspiration qu'il y a sur place. Ça ne sert à rien de faire exactement la même chose que je pourrais continuer à faire dans mon atelier à Paris. Donc c'est comme ça que ça a évolué par un petit peu des détours et des recherches. Et puis finalement, ça aboutit à l'ensemble des tableaux qui sont présentés aujourd'hui. Mais je suis venue un petit peu tard, j'avoue. Mais tu avais déjà commencé. Il y avait déjà quelque chose qui était lancé, tu avais tendu une étoile, fait ta sélection de couleurs puisque tu as ramené une partie du matériel de Paris avec toi. Mais il y a déjà une influence qui était là, et je me souviens quand on a eu cette conversation, quand je suis venue voir ce que tu avais fait, tu étais déjà sur cette lancée et sur des travaux autour de la Médina et autour de l'écosystème dans lequel tu évoluais depuis quelques jours. Oui, et puis il y avait le point de départ, c'était surtout aussi la couleur qu'on avait évoquée au départ, soit en partant sur des monochromes, mais il y avait l'idée de la couleur. Et donc après, ça a été comment mettre les deux en lien, la couleur plus l'influence de la médine. Essayer de faire un travail autour de l'urbanité, autour de l'architecture, autour de l'environnement direct. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler sur des panneaux de bois dont je ne peux pas disposer facilement en étant à Paris. Là, c'était l'occasion d'expérimenter quelque chose, et ça permet aussi d'ouvrir des portes de réflexion, même pour plus tard, sur comment je peux faire évoluer mon travail. Tu
Tu parles de la couleur et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une trame dans ton travail. Alors, peut-être les gens ont l'habitude de voir ce que tu fais d'habitude, pas d'habitude, mais on va dire ce qui est plus connu, on va dire, en termes de marché. Pourtant, on retrouve ta patte, ta signature, justement dans ces aplats de couleurs, dans ces couleurs un petit peu pastel qui sont très différentes, qui ne sont pas du tout différentes. Et ce qui est absent des œuvres ici, c'est au contraire ce vocabulaire et les symboles qu'on te connaît en fait au final. Et toute la figuration pour le coup a disparu. Les éléments récurrents qu'on trouvait dans le travail ordinaire, les sneakers, les poissons, les éléments du quotidien ont complètement disparu, mais l'écriture de base, le point de départ reste exactement la même. On reconnaît l'identité. On parle souvent de tes travaux avec ces références justement de la banalité du quotidien, mais ce qui est intéressant pour moi dans ces nouveaux travaux, c'est que c'est un autre quotidien en fait. C'est le quotidien de la Médina, de Gueule-Tapée, c'est des couleurs que dans notre imaginaire peut-être on n'identifie pas tout de suite, mais qui au final sont bel et bien les couleurs qu'on va retrouver dans la Médina et dans Gueule-Tapée. Oui, bien sûr. Même si en apparence les murs sont gris ou blancs, sales, poussiéreux, on retrouve aussi des maisons qui sont peintes en rose, en vert presque fluo. Il y a des bleus pastels très très beaux, des intensités de couleurs qui existent absolument partout. Simplement, l'usure et le temps font leur œuvre aussi. Et puis finalement, on peut aussi aboutir à une espèce de mur comme celui qu'il y a derrière, mais qui est très vivant à sa manière. Il suffit juste qu'on arrive à reconnaître ça comme étant aussi une forme d'expression artistique vivante qui évolue par le fait de la société elle-même, des gens qui y vivent tout simplement. Parce que chacun y dépose à sa manière sa touche personnelle. Il y a, tu es un artiste extrêmement libre, libre penseur et libre dans ta pratique plastique. Ça se ressent d'autant plus là dans ces œuvres-ci. Ça correspond aussi un petit peu au quartier justement de la Médina et Gueule-Tapée. Il y a beaucoup de synchronicité entre finalement ton univers et cet environnement-là. Est-ce que tu as eu des inspirations qui te sont venues de manière différente ou au contraire c'est quelque chose que tu as appréhendé avec une certaine familiarité? Non, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte, si tu parles de liberté là, c'est donc la Médina, Gueule-Tapée, ça reste des quartiers très populaires, et il y a justement ce sentiment de liberté qui est très fort, qu'on ne retrouve pas forcément à Abidjan, où les choses sont beaucoup plus gardées, plus pas normées, mais codifiées. Voilà. Alors qu'ici, on peut être, c'est un peu comme à New York. Les gens ne vont pas se perdre leur temps à regarder l'autre pour savoir comment il est habillé, comment il se déplace, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Ce sentiment de liberté, oui, il est très fort et d'une certaine manière, ça décomplexe complètement, même dans la pratique artistique, on va dire. Dans la mesure où, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, je me suis dit, en fait, moi personnellement, je n'ai pas d'enjeu. Donc je peux me foirer s'il faut, mais c'est pas grave, ça fait partie justement de l'esprit d'une résidence, de faire de la recherche. Et puis on verra bien au final. Qui fait qu'il y a un ensemble d'œuvres qui peuvent paraître, on va dire, un peu disparates, un peu hétéroclites, mais il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui lie un petit peu tout ça. Oui, mais alors sans réanimer la guéguerre à Abidjan Dakar, qui est déjà bien vide. Je suis bien avec personne. Oui, c'est là où moi justement je suis dakaroise. Quand je vais à Abidjan, j'ai ce sentiment pourtant plus de liberté. Mais je suis très étonnée que toi, alors oui, je comprends le quartier de la Médina, mais quel est le plus? Quel est le plus? Quel est le petit truc en plus qui t'a donné ce sentiment-là? Le simple fait d'être métisse, je ne vivrais pas aussi simplement, aussi facilement dans un quartier populaire d'Abidjan qu'ici, tout simplement. C'est tout.
remarqué que tu es différent. Que tu es différent. Ici, tout le monde s'entend. Donc ça, oui, ça c'est très... je trouve ça chouette, je trouve ça cool. C'est peut-être la spécificité de la Médina et on voit le quartier véritablement évoluer ces dernières années en étant vraiment... il a toujours été au cœur de l'écosystème artistique, mais il se mue petit à petit, ça devient vraiment un quartier où on croise toutes les populations, toutes les communautés. Tu as fait plusieurs visites de la Médina, notamment avec Monboy de Yatal Art. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette visite et de ce que tu as vu? Ça a été l'occasion de voir des choses, des petits trucs auxquels on ne prête pas attention quand on se promène tout seul, notamment le travail de Pape Diop, qui est venu faire une intervention hier un peu miraculeuse, on va dire. Oui, je serais passé devant, je n'aurais pas prêté attention, vraiment. Et pourtant, ça fait la première fois que j'ai entendu parler de Pape Diop, c'était par Sony en 98. Donc ça fait 27 ans que j'entends parler de ce monsieur qui laisse des graffitis partout dans la Médina. Et effectivement, sans faire cette balade avec Monboy, je serais passé devant sans rien remarquer de cette œuvre. Donc oui, c'est après rajouter effectivement un petit peu d'histoire et comprendre, arriver à situer un petit peu mieux les choses, ça donne un éclairage supplémentaire aussi. Ouais. Et donc suite à cette visite que j'avais fait avec toi au studio, tu avais commencé à parler des portes, tu avais commencé à avoir des éléments en bois, et de là très vite, je te parle des autres visites, des visites architecturales de Carole, justement au niveau de la Médina, où on arrive tous les deux un petit peu à connecter avec toute cette réflexion sur l'habitation, sur l'urbanisme, et le lien avec ces vieilles baraques coloniales, donc il en reste quelques-unes au niveau de la Médina. Cette balade aussi, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avec Carole Diop? Justement, ça permet de nourrir aussi un petit peu l'influence, l'inspiration et l'influence. Et comme je disais tout à l'heure, oui, ça ouvre de nouvelles portes de réflexion, et puis pourquoi pas entrevoir la possibilité de développer ce projet-là à plus long terme aussi, basé effectivement sur l'histoire, sur l'architecture, sur l'appropriation de l'espace public, et ce genre l'ensemble de ces choses-là, et puis après voir aussi comment tout ça a évolué dans le temps, dans l'histoire, parce qu'il reste quand même malgré tout beaucoup de bois, même si c'est pas des constructions, mais tout ce qui est boutique, utilitaire, ça reste du bois. Pour revenir sur certaines œuvres d'exposition, donc tu l'as expliqué, tu n'as pas voulu te limiter au support de la toile et à ce que tu fais dans ton atelier au niveau de Paris. Ce matin, on avait un collectionneur qui est venu et me dit « mais c'est pas global ». Je dis « si, c'est global ». Parce que c'est vrai que le marché te connaît avec donc tout cet autre vocabulaire, c'est des formats, on va dire, standards. Et là, tu changes, mais en fait, pour nous, c'est une conversation qu'on a entamée il y a déjà quelques années. En remontant dans tes archives, je retrouve le Gopal des années 90 dans la plupart des œuvres qu'on présente aujourd'hui. L'art brut, le bois qui revient, le côté peut-être un peu totem, justement ces symboles architecturaux aussi qui réapparaissent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement je ne dirais pas un retour aux sources parce que c'est pas le cas, mais peut-être cette idée de revenir sur tes premiers travaux? Oui. Enfin, si je me dois d'être honnête, tu es la seule galerie qui fait l'effort de dire, qui fait l'effort de dire, on n'est pas obligé de se cantonner à ce que les gens connaissent de moi. La plupart des galeristes se rendent compte que on a vu tel tableau de Gopal, on s'est rendu compte que c'était vendable et que ça marchait. Donc en fait, tous les galeristes demandent exactement la même chose.
Océane est la seule galerie avec une idée curatoriale, avec un projet certainement à plus long terme, qui ose se dire, en fait, on peut sortir des sentiers battus et puis essayer d'autres formes d'expression, tenter des trucs et puis on verra bien. Donc, naturellement, effectivement, je n'ai peut-être pas fait exprès de revenir à des choses un peu plus originelles de ma démarche artistique, mais c'est aussi parce que, tout simplement, c'est un retour en Afrique. Donc avec une inspiration, avec une énergie, avec des matériaux qui sont à disposition ici. Donc c'était certainement plus facile pour moi de repartir de cette base-là pour voir comment après, parce que c'est pas 100% identique à ce que je faisais dans les années 90, parce que justement j'ai évolué depuis ce moment-là. Mais effectivement, pour revenir à ce que je disais, il n'y a qu'avec Océane que j'arrive à faire des projets qui soient complètement différents de ce qu'on connaît. Mais non, c'est oui, mais bon, t'as une palette qui est assez large. On a exploré les natures mortes qui sont très très connues dans ton œuvre. C'est quelque chose qu'on a exploité sur l'exposition. Puis après, j'ai découvert ton trait au niveau du dessin et donc les portraits m'ont intéressé. Puis après, quand on est allé faire cette recherche, j'ai encore voulu aller plus loin parce qu'on a eu ces échanges et donc, notamment tu m'as parlé de cette résidence fin 90 avec Soli au Burkina Faso. Du coup, tu as un petit peu attisé ma curiosité et que j'ai eu envie d'aller comprendre ce que tu avais fait à ce moment-là. Ouais. Et surtout parce que justement, avec Soli, vous avez ce bestiaire qui va revenir, qui est en plein. Donc il y a une nécessité pour moi de comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour pour faire ressortir la singularité de chacun, puisque j'ai la chance de vous représenter aussi tous les deux. Mais du coup, tu parlais de tes voyages en Afrique, de ce retour en Afrique. Alors, pour peut-être contextualiser un petit peu plus, donc on parle du Burkina Faso, quels sont les autres pays où tu as eu à pratiquer ton il n'y en a pas 150, c'est Côte d'Ivoire, Burkina et un petit peu au Sénégal. Ok, un petit peu au Sénégal. Ok. Ok, et après, tu as beaucoup, en fait, en Europe, c'est ça, en France en particulier. Après, j'ai fait plein de trucs dans des pays complètement improbables. Je parlais de l'Azerbaïdjan, je me suis retrouvé en Moldavie, en Pologne, fin fond de l'Égypte aussi, j'en oublie. Mais ça, c'était toute la période que je recommençais à peindre, qui était un peu plus improbable. Donc, c'était plus simple pour moi de faire des choses à l'étranger plutôt que d'essayer de creuser le marché parisien qui était très fermé. Pour en revenir aux travaux qui ressortent de la résidence, il y a cette écriture automatique qui revient, mais qui a toujours été présente dans ton œuvre, alors sous d'autres formes, on va dire dans les natures mortes. Là, c'est sous forme de calligraphie. C'est quelque chose qui est... Voilà, comment est-ce que c'est apparu? La typographie dans la peinture apporte un effet graphique qu'on ne peut pas avoir autrement. Donc que ce soit avec des lettres romaines, là pour le coup avec de l'arabe, parce que la plupart de nos amis mahométans sénégalais sont lettrés en arabe, enfin, savent au moins écrire et lire, même s'ils ne comprennent pas forcément. C'est très présent dans l'environnement. Donc autant utiliser cette graphie-là dans l'ensemble de ce que j'ai pu faire. Moi j'ai été lettré en japonais il y a une époque, donc je n'irais pas non plus pousser jusqu'à m'amuser à écrire des idéogrammes et tout ça, ça serait un petit peu incongru. Mais là, autant utiliser la matière qui est sur place. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu. C'est improbable parce que je me suis amusé à chaque fois soit à déformer les lettres, soit à les tordre pour qu'on ne puisse pas lire, et en tout cas que je ne puisse pas blasphémer. Je ne devrais pas être la source de polémique, en tout cas d'un point de vue religieux. Mais voilà, oui, c'est l'aspect graphique moi, qui m'intéresse. Après, il y a un petit peu de dessin automatique. C'est de la matière, c'est tout. Les accidents de la matière. Oui, ce côté absurdité qui revient dans ton œuvre. Tu as un côté je m'en foutiste aussi qui est extrêmement assumé. Bon, moi j'adore personnellement parce que je pense que c'est là-dessus qu'on s'amuse beaucoup tous les deux justement, et puis il n'y a pas forcément d'enjeu. Là on est dans une sorte de restitution
discussion aussi. Le monde dans lequel on vit est complètement absurde. Donc autant pousser l'absurdité avec sérieux et faire ça comme si c'était quelque chose de solide et de vrai, même ce mon côté un peu sarcastique, peut-être d'un peu du Platini, un peu. Si on a envie de se poser la question, après on peut passer devant sans s'en rendre compte. C'est pour ça que je dis absurde mais sérieux. Oui, mais c'est quelque chose qui te caractérise bien et qui est rare sur les artistes de nos scènes artistiques. Aujourd'hui, quand même, on se prend très très au sérieux. Il faut être très très sérieux aussi. Et qui donne un côté alors à la fois, comme tu dis, très sarcastique à ton œuvre. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a fasciné véritablement quand on a commencé à bosser tous les deux ensemble, c'est de voir que derrière ces œuvres et natures mortes très décoratives, il y avait un propos et de l'humour noir derrière tout ça, et que en fait, tu jouais les codes de la société, tu jouais du marché, tu retournais les choses, alors peut-être pas volontairement, mais en tout cas, moi, c'est la lecture que j'en ai fait à ce moment-là. Je pense que j'ai peut-être beaucoup de détachement par rapport au monde dans lequel on vit, parce que j'ai compris très tôt, enfant en tout cas, que je ne serais pas domesticable. Donc je ne pourrais pas, que je ne rentrerais pas dans les cases, et j'ai compris très tôt que je n'irais pas travailler 40 heures par semaine pendant 60 ans. Donc dès tout petit, je me suis mis en marge de la société, et puis finalement, le fait d'être en marge, ça te positionne comme un observateur, et le travail on va dire, du plasticien, c'est juste de caricaturer, de grossir le trait. Un paysagiste, il n'y a aucun paysage de Van Gogh qui existe dans la réalité. Il a simplement grossi le trait. Moi, c'est ce que je m'amuse à faire dans mes natures mortes ou dans l'ensemble de ce que je peux faire sur laquelle on met une étiquette artistique. C'est essentiellement ça. Je veux dire, mon travail, c'est même pas un travail, parce que c'est un activement, c'est autre chose. Donc si je peux égratigner un petit peu gentiment la société ou poser des questions, sans forcément apporter de réponse, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. On va revenir sur justement Gueule-Tapée, mais Daraja. Parce que c'est toi qui l'as choisi très très vite. Voilà, ceux qui parlent Wolof, c'est bien mieux. Comment c'est arrivé en fait? Parce que moi, c'est quelque chose que tu m'as sorti immédiatement quand on s'est vu. C'est arrivé très, très. J'aime bien les choses qui arrivent qui tombent du ciel. Il y a pas. Moi, je suis un partisan du moindre effort. Donc, moi, j'en fais, mieux je me porte. Et si ça se fait tout seul, très bien. Il se trouve que, bien sûr, je déteste mettre un titre sur une expo ou sur un tableau pour plein de raisons. Sauf que là, Daraja, ça tombait tout seul parce que, je sais pas, 10 jours, 2 semaines après le début de la résidence, il y a mon ami Elgas, que vous connaissez peut-être, un écrivain sénégalais, qui aujourd'hui travaille chez RFI et qui a remplacé Foucault, qui a fait une petite capsule sur Instagram où il mettait en parallèle le mot panache en français avec Daraja en wolof, où il rajoute la notion de bénédiction et de choses comme ça. Et en fait, la musicalité du mot déjà me plaisait bien, et qui après me mettre en choc avec Gueule-Tapée dans un espèce de petit nec, parce que visiblement il aurait fallu mettre Daraja Gueule-Tapée pour que ça ressemble un peu plus à du wolof. Voilà, la musicalité de ces deux termes. Le titre a fait débat auprès des juristes. Non, mais c'est pas. Je ne sais pas qui vous êtes pour applaudir comme ça, je pense que c'est le sens de la poésie, de la musique et des choses, de percuter un peu, de penser un peu les codes, de jouer avec ça. Et donc ça s'est imposé naturellement. Et puis voilà, on a abouti à cet ensemble, à ce corpus des années dernières. Ouais. Et tu vois, tu parles de la musicalité, c'est quelque chose on a parlé très vite quand on a parlé de la couleur, on a parlé de la musique, on a parlé du rythme, on a parlé du bruit, du
du rythme, de la couleur. C'était quelque chose qui revenait, que au final on ressent énormément dans toute l'exposition, que ce soit dans cet espace-ci ou dans l'espace de l'autre côté, où on va vraiment avoir un accrochage plus type galerie que ici installation. Tu as joué de la musique aussi pendant ta résidence. C'était quelque chose dont tu m'as demandé une guitare. Oui, parce que on passe le temps aussi. Mais non, enfin, la musique comme la peinture, comme l'écriture, c'est la même chose. Quand on écrit un texte, que ce soit pour écrire de la musique, ou pour écrire un discours politique, ou pour écrire un essai, ou pour écrire un roman, il faut que le texte sonne comme de la musique. Il faut que ça claque d'une certaine manière. Et la couleur, c'est pareil. Quand on peut transmettre de l'émotion, ce sont des vibrations, tout simplement. La musique, ce sont des vibrations. La couleur, ce sont des vibrations. On sait faire de la musique joyeuse avec des notes majeures, de la musique un peu triste avec des notes plus nuancées, plus mineures. Pour la couleur, c'est exactement la même chose. Et après, la musique de Paris, de la vie à Paris, est différente de la musique de la vie à Dakar ou à la Médine. La musique de la vie à la Médina est différente de celle du plateau. Il faut juste arriver à écouter ces choses-là et essayer de retranscrire du mieux qu'on peut. Mais c'est pour ça que j'aime bien parler de cette espèce de magie qui se fait tout seul. Je pense pas que ce soit des choses qu'on a besoin forcément d'intellectualiser. Il faut juste être capable de ressentir tout simplement. C'est bizarre ce que je dis. Non, au contraire. Et du coup, si tu revenais à une sorte de musique pour la Médina Gueltapé, il y a un élément qui a attiré ton oreille plus qu'autre chose? En vrai, la vraie musique qu'on entend tout le temps, c'est des chants qui sont psalmodiés tous les jours pendant des heures et tout ça. Mais la vraie musique, c'est le rythme aussi de la vie. Qui commence à 5h, après 5h, puis après, là, j'ai le petit rythme qui s'installe, dans lequel on est plongé ensuite, et puis qui s'éteint aussi tout doucement. Oui, moi j'avais oublié. Et en même temps, ça reste un petit peu différent de celle que j'ai connue quand j'ai vécu au Burkina. La vibration est pas la même. On va dire la musique un chouïa différent. On a eu toute une péripétie pour ce mur. Et finalement, donc, c'est toi qui es intervenu sur le mur. Et hier soir, on a eu Pape Diop, cet artiste qui recouvre les murs de la Médina, les sols, tous les supports possibles, qui nous a fait la surprise et l'honneur de faire une petite intervention au niveau de la galerie. Donc l'œuvre est éphémère. C'était une des conditions pour que j'accepte que Pape Diop intervienne dans la galerie. C'est un moment qui a été un peu suspendu pour moi personnellement, parce que c'était un de mes rêves dans ma bucket list que Pape Diop intervienne dans la galerie. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que du coup, tu en avais entendu parler par solide dans les années 90 déjà. Ouais. Et en fait, je ne dis pas toute la vérité. Non, mais c'est vrai. Il faut rendre à César ce qui lui avait appartenu. C'est Océane qui avait l'idée d'utiliser cette pièce pour d'autres idées et tout ça. Et puis, c'était le week-end dernier quasiment. Elle me dit, mais finalement, ça serait bien qu'on essaie de recréer un espace particulier et tout ça. Moi, j'étais en train de terminer les derniers petits trucs, là. J'étais en train d'usiner comme un travailleur. Et dans ma tête, en vrai, j'étais un peu dubitatif. Si bon, écoute, moi j'ai pas beaucoup de temps. Et elle m'a dit non, mais c'est bon, je vais trouver des gens qui vont faire du pli, démerde-toi, c'est ton problème. Je l'ai pas concerné. Et puis, il se trouve que ça a un peu foiré mon chemin. Et donc, mercredi, elle m'appelle un peu pour venir faire le pompier et réparer l'affaire. Et donc, j'ai passé la journée du 1er mai à essayer de
d'essayer de retrouver un petit peu quelque chose qui retrouver l'identité, on va dire, des murs de la ville. Et dans ma tête, on en parlait même avec Gabriel hier midi, où je me disais, en fait, c'est bien, je suis pas mécontent de ce que j'ai fait, mais il manque un truc. Au fond de moi, il manque un truc. Et à 16h30, on a su que Pop venait, et puis là, ça a été le petit miracle encore une fois qui s'est produit. Et en fait, l'ensemble de tout ça, franchement, j'ai repensé à cette nuit, il me tient que à ça. Exactement. Franchement, c'était. Voilà, c'est encore une fois, je vais être honnête. Pas que je m'en fous de ce que je fais, mais la vraie magie, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Entre 17h et 18h hier, voilà, le reste à côté, c'est de l'amusement. Non, mais moi j'ai choisi de faire de ma vie un divertissement. Donc voilà, la question de labeur et de pénibilité, de tout ça, là, je connais pas. Donc quand je dis c'est un amusement, c'est un amusement. Quand on fait de la musique, c'est un des rares métiers des sportifs aussi où on joue. Voilà, moi je joue à faire de la peinture. Voilà. Et la seule chose qui m'intéresse quand je fais de la peinture, c'est de retrouver l'âme d'enfant que j'avais quand j'avais 5 ans. Je me souviens le premier châssis que j'ai fabriqué avec des règles en bois, 5 cm. J'avais fait 4 règles en bois, j'ai tendu un bout de 5 ans. Et là, je me disais, en fait, c'est ça que je fais. Voilà, donc c'est vraiment de moi je joue à la peinture. Ça a été. On a joué un petit peu, il y a même un Normalien qui nous a fait une petite. J'ai pris en photo. Parce que pour la postérité. Tout Paris, ça va circuler à Donc oui, pour donner une idée, donc l'intervention de Pape Diop, ce sont donc les portraits de Serigne Touba ici, les danseurs et les 2 autres portraits de Serigne Touba sur le côté. Et ouais, ça a été un moment un peu suspendu, qu'on a eu la chance de vivre grâce à Moonboy, à Metal Art. Et c'est vrai, en effet, cette installation prend son sens et je pense que le lieu est baigné justement de la gueule tapée de Médina par cette intervention-là. Voilà. Je ne sais pas si tu y a quelque chose que tu veux rajouter. Je crois qu'on a atteint l'heure. Non, on est bien. Mais on est généralement à des tops autour de 30-45 minutes. Je ne veux pas trop faciliter non plus. Mais on a du temps pour des questions. Et n'hésitez pas s'il y a des questions. Voilà. Bon, il n'y a pas de questions, ça tombe bien. Bonjour, je m'appelle Daoud Narkouda. En fait, moi je suis dakarois. Donc, je suis né à la Médina, mais j'y ai pas grandi. Donc, effectivement, c'est un quartier très dynamique, très métissé et tout. C'est normal que vous fondiez parce qu'il y a des Capverdiens, il y a des divers. Donc, c'est normal que vous ne me dérangez pas. Et puis, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, il y a un côté très spirituel. Je ne sais pas si ça a été voulu ou pas, mais il y a un côté très spirituel dans cette démarche. Ce n'est pas dû seulement au graphisme et à Serigne Touba et tout, mais c'est le côté pastel. Moi, le côté pastel pour moi, c'est apaisant. Et ça appartient au passé, en fait, visuellement, moi je le vois comme ça. Et aussi, il y a le côté début, parce que vous savez, pour moi, la foi, la religion, c'est très silencieux, très paisible. Donc on n'a pas besoin de trop de mots. Et aussi, il y a ces inscriptions-là. Moi, ça me rappelle les licarons, qui étaient, voilà, ma maison familiale est à Médina, bien sûr, mais mon grand-père, voilà, mon père y est né. Donc, ça et les bouts de bois, là, c'est les baraques dans lesquelles vivait ma grand-mère et tout. Et cette façon de les redonner vie et de les mettre dans une galerie, ça m'a vraiment touché. Parce que donc là, je regarde les choses différemment. Et si c'est une sorte de sensation, effectivement, j'ai eu la sensation d'être à la Médina, dans une maison de la Médina, vieille maison de la Médina. Bon, maintenant, vous avez choisi, je ne sais pas si vous avez choisi tout, parce que dans l'amusement, tout peut sortir. Pour faire du neuf, il faut retourner à l'enfance, ça, je suis très
Mais en réalité, c'était un voyage sans destination, mais en fait, une destination voulue. Mais moi, le résultat que vous avez trouvé, pour moi, il est fantastique. Parce que vous n'avez pas choisi de prendre la Médina moderne, mais vous avez capté l'âme de la Médina. Cette chose qui est là, mais qui est tellement ordinaire que ce n'est pas forcément qu'on pourrait voir du premier regard. Vous avez peut-être eu la chance d'être guidé par une personne tout. Peut-être ça vous a permis de regarder, vu que vous avez un séjour court relativement, pour pouvoir regarder tout ça. Mais en tout cas, pour moi, le rendu, il est magnifique. Voilà. D'accord, je vais essayer de répondre de façon concise sans aller trop loin. On pourra discuter après en privé sur des choses spirituelles. On en parle dans un milieu fermé. Oui, la question de la spiritualité est présente. Depuis que je suis enfant, encore une fois je retourne à l'enfance, j'ai toujours été contemplatif, méditatif. Je peux passer des journées entières à rien faire. Ce qui est peut-être difficile pour certaines personnes qui ont besoin d'avoir le mental occupé en permanence et tout ça. Au fur et à mesure de mon évolution dans la vie, on a parlé de libre penseur tout à l'heure, mais pour la spiritualité, c'est devenu quelque chose aussi comme ça. Pour moi, personnellement, où je suis arrivé à un moment, je me dis finalement, je suis le gourou de la propre secte dans laquelle je suis le seul adepte. Comme ça, j'emmène d'autres personnes, je fais mon truc à moi tout seul, et puis j'avance dans ma vie. Il y a un autre mot que vous avez utilisé tout à l'heure que j'aime beaucoup et qui va rejoindre ce que je veux dire. D'une certaine manière, plus j'avance dans la vie, plus je parlais déjà tout à l'heure, on va dire j'ai une culture spirituelle plus orientale, extrême-orient que romaine ou juive ou je sais pas quoi. C'est pour ça que j'ai appris le japonais en fait. J'étais destiné à aller à la limite devenir moine au Japon. Sauf que la vie a fait que ça a évolué différemment et tout ça. Mais il y a quelque chose dont je me sens de plus en plus proche en avançant avec l'âge, c'est l'animisme. La religion principale du Japon, c'est le Shinto. Mais en fait, le Shinto, ça n'est rien d'autre que de l'animisme. C'est très bien présenté, il y a des jolis kimonos, c'est super, c'est très beau, mais c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans la modernité africaine. Pas pour autant dire que je retourne à la modernité africaine et tout ça. Quand je parle d'animisme, pour revenir à l'art, c'est juste je pense que c'est l'essence de l'art, d'arriver à mettre une âme dans un objet, à animer un objet, c'est-à-dire partir de rien du tout et insuffler dedans par un ensemble de rituels plus ou moins bordéliques, plus ou moins cafouilleux, à insuffler la vie dedans. Et qu'au final, on a un objet qui rayonne d'un point de vue vibratoire. Voilà. Et puis après, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, arriver à capter aussi la vibration d'un environnement et de le retranscrire aussi sur un bout de toile, sur un bout de mur. Voilà. Donc il y a forcément, oui, comme dans la musique, comme dans la poésie, il y a une dimension spirituelle qui nous dépasse. Comme dirait M. Macron, il y a une transcendance. Qui nous dépasse. Et voilà. On discutera tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, sinon, sinon je change la réponse. Non, c'était pas. Moi, ce que je disais, c'était pas une question que je posais, mais c'était plutôt l'appréciation que j'ai en général du résultat de notre. Je suis très touché par votre appréciation de ce résultat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, ma question c'est qu'est-ce qui vous anime pour avoir cette liberté dans la peinture ou bien parce que voilà, la peinture, il y a aussi c'est un recyclage avec des bois là. Qu'est-ce que vous avez fait pour vraiment combiner ces... Pas grand-chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est retrouver cette étape, c'est retrouver la joie de l'enfance. C'est juste cette amour. On a tous été enfants, on a tous joué avec rien du tout.
avec des bouts de bois, avec des fils électriques, avec des vieilles douilles. Donc je me souviens, ma mère avait une boîte en type, ma mère toujours été très rigoureuse. Passer des après-midi entières à jouer avec des douilles, des trucs qui servent à rien. Mais en même temps, ce sentiment de joie, de plénitude, est absolument immense. Moi, c'est le seul truc que je cherche quand je vais à l'atelier, c'est retrouver cet état d'esprit-là. Je peux passer 3 mois sans mettre les pieds à l'atelier, ça ne me manque pas du tout. Je m'occupe d'esprit à autre chose, je lis des livres, je fais un peu de musique, je fais de la méditation, je fais des trucs qui ne servent à rien. Mais si j'ai pas cet amusement à bricoler, à jouer avec de la matière, non, j'ai pas envie. Et le cadre de la résidence, ça tombait bien pour ça. Notamment les derniers jours avec des tout petits formats. J'ai juste pris mon pied sur des petits formats d'enfants. Quelles sont les œuvres que vous avez de l'autre côté? Et alors, on a parlé de ça, mais ces portes qui ne sont pas des portes, qui sont des sculptures qui ressemblent à des portes, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment tu les as trouvées, en fait, tout simplement? Parce que c'est du bois qui date d'il y a 35 à 50 ans à peu près. Je ne sais pas de combien de temps il date, mais là encore, elle n'est pas tout à fait honnête. Mais non. En fait, j'ai commencé en me promenant dans la Médina où je vois toute cette matière à disposition. Je me dis, mais c'est quand même ballot d'être à Dakar et de ne pas utiliser ces éléments pour travailler dessus. J'en ai fait quelques-uns. Et en fait, quand elle est arrivée de France, qu'elle a vu, elle m'a dit, continue. En fait, c'était pas prévu au départ. Donc j'en ai continué quelques autres derrière. Je ne saurais pas dire exactement l'âge de ce bois. En fait, c'est un menuisier du quartier qui avait un surplus de stock de bois qu'il n'avait pas utilisé, qui a dit moi ça me rend service, donc viens vider le stock. Et puis on a construit les planches directement sur le trottoir, juste à côté, tout simplement. Et l'idée en soi elle est géniale parce qu'à partir de là on se rend compte qu'il y a plein de trucs à faire. Ouais. Ce sont des petites sculptures. Alors, il faut regarder, il y a le côté peint, mais il y a aussi l'assemblage. C'est toi qui as donné cette forme-là, il y a des petits éléments cloués derrière. J'ai fait en sorte que le verso soit tout aussi, voire même plus intéressant que le recto qui est peint. Pour que l'objet vive doublement. Tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Vous avez été suivi. Donc, je vous recommande le texte de Romane Mélang, qui a été rédigé, qui est une historienne et une conservatrice au niveau du musée de la musique à Paris. L'exposition dure jusqu'au 12 juillet et vous avez tout un programme autour de l'exposition qui se trouve au niveau du flyer avec une rencontre avec la bibliothèque, 3 projections avec le centre Lipenga, des ateliers avec le CEL Dakar et un panel en fin d'exposition qui réunira des chercheurs autour justement des thématiques qu'aborde l'exposition. Voilà. Merci à tous.